Hop, parfait. Bonjour à tous, je m'installe. Hop, je vérifie qu'on est bon au niveau technique. Et vous êtes déjà 5-6 à nous avoir rejoints pour ce deuxième numéro de À l'affût. Merci d'être là. On va attendre qu'il y ait du monde qui nous rejoigne dans le chat. Salut Stéphane. Il y a aussi les modérateurs qui vont nous rejoindre. Donc s'ils ne sont pas déjà là, mais je les salue, Mathéo et Roman qui font un taf de modération. Et puis Clément, avant que j'oublie de le remercier, qui est à la technique, qui est juste là. Vous nous dites dans le chat, comme on est sur notre deuxième test, s'il y a des trucs qui ne conviennent pas, si ça ne fonctionne pas, si vous ne nous entendez pas. C'est normal, la dernière fois on a eu un gros bug de micro. C'était un peu la galère avec Brice, le SN qui était là. Salut Roman, salut Bastille, bienvenue sur le deuxième émission à l'affût. Ce soir je suis tout seul parce qu'Apolline n'est pas là pour l'animation, mais je suis avec Maxime Sauvage qui va se présenter, ou je peux te présenter. Tu es secrétaire national en charge des sports, ouais. On peut dire ça comme ça. Et des grands événements sportifs. Et des grands événements sportifs. Tu fais aussi autre chose au Parti Socialiste, quand même. Alors, je travaille à l'Assemblée nationale comme secrétaire général. Et tu es militant dans le 20e. Et premier adjoint dans le 20e. Premier adjoint dans le 20e. Ok. On va surtout parler du coup de sport ce soir. Est-ce que tu veux peut-être nous dire. J'attends de voir si les modérateurs sont dans le chat, parfait. Est-ce que vous nous entendez bien avant qu'on commence? Et ça commence sur la censure. Je dis tout de suite pour les frustrer, on va pas parler censure ce soir. Alors là, il va y avoir des frustrations dans le chat, mais c'est pas l'objet de ce live. Moi je ne me suis pas présenté, moi je m'appelle Maxime, je travaille à la communication pour le Parti Socialiste et j'anime notamment les émissions Twitch, entre autres. Et on va pas parler censure ce soir, désolé gouvernateur pour tes questions. Le son est nettement mieux que la dernière fois. Super, merci Stéphane pour ton commentaire. Donc niveau technique on est bon, trop bien, merci. Donc pourquoi est-ce qu'on parle budget des sports ce soir et c'est quoi l'actualité et le lien avec le gouvernement comme on l'a annoncé dans le titre? Déjà je suis très heureux qu'on puisse parler de sport, ouais. Et au Parti Socialiste on en parle souvent et de plus en plus et c'est très bien comme ça. Je pense que tout le monde l'a en tête, on a vécu des Jeux Olympiques et Paralympiques cet été assez extraordinaire et quand on est amateur ou amatrice de sport, on a pris un pied fantastique devant la télé ou dans les tribunes. Et puis même quand on était plus éloigné du sport, je crois qu'on a été emporté par l'ambiance et c'était un vrai moment de fraternité. Et nous, on a porté une vision sur l'héritage de ces Jeux parce qu'il doit y avoir un héritage. On a vu les différents gouvernements, puisqu'il y en a eu plusieurs cette année, on a vu aussi le président de la République sortir des beaux discours sur l'héritage. Et une manière de concrétiser cette ambition, c'est d'abord d'avoir un bon budget pour les sports. Et on a pu voir dans le projet de loi de finances pour 2025 que les crédits du sport étaient baissés de manière drastique et qu'il y a eu une forte mobilisation à la fois politique et du mouvement sportif qui a permis de limiter la casse, mais on en reparlera, la baisse est quand même toujours là. Ouais. Et donc c'est l'actualité puisque le budget a été définitivement voté la semaine dernière et que je pense que le combat pour un vrai héritage continue. Du coup, si dans le chat vous avez des questions sur la question du sport et l'actualité sur le sport, n'hésitez pas, on va avoir deux invités qui vont nous présenter et qui vont nous rejoindre, qui vont mettre leur micro pour parler de tout ça ensemble. Donc préparez vos questions, moi je vais les noter. Alors il y a le Super Florent qui demande si le PS prend des alternants. Je suis en master de droit public et je cherche une alternance pour 7 €. Alors le PS ou le groupe socialiste ça dépend. Alors je réponds au groupe socialiste. Mais je crois que pour l'instant on est complet nous, mais à voir. Donc plus sérieusement parlons sport. Les invités Alors les invités, je suis très heureux de les accueillir parce que ce sont des grands amateurs, des grands connaisseurs de sport. D'abord Corinne Narassiga, sénatrice de Seine-Saint-Denis, qui est également secrétaire nationale à la coordination du Parti Socialiste et depuis plusieurs années. Et également Guillaume Ditch, qui est enseignant en STAPS et qui est également agrégé d'éducation physique et sportive. Et vous pouvez trouver dans toutes les bonnes librairies des ouvrages de Guillaume, que ce soit sur le PS ou sur le rapport de la jeunesse au sport, qui sont passionnants, hyper pédagogiques. Voilà, j'en fais de la pub. Merci. C'est mérité. Donc, très heureux de vous avoir avec nous ce soir. Bienvenue sur l'émission À l'affût, qui est donc l'émission qu'on a un mercredi sur deux sur la chaîne Twitch du Parti Socialiste. Ça fait, donc c'est la deuxième émission pour ceux qui nous rejoignent en cours de route, c'est la deuxième fois qu'on anime ça. Donc n'hésitez pas à nous faire des retours aussi sur le format, s'il y a des trucs qui vous semblent un peu bizarres, des trucs qui ne fonctionnent pas ou des choses que vous aimeriez bien avoir dans ce genre d'émission. On peut aussi traiter des sujets qui vous intéressent. Sur le sport, donc on a quand même préparé cette émission, il y a des trucs qu'on a prévus, on a calé le truc, enfin vous avez calé le truc surtout. Moi je suis là pour animer et pour faire le lien avec vous, donc si vous avez des questions à poser dans le chat, n'hésitez pas. Je vais la faire remonter à nos deux invités et on peut commencer peut-être sur le premier sujet que vous vouliez aborder.
sur le sport et l'actualité. Continuer la contextualisation initiale. Je le disais, c'est important que le Parti socialiste parle de sport. Pourquoi ? Parce que je pense que quand on parle de sport, on commence à exposer son projet pour la société. Parce que le sport, et c'est souvent d'ailleurs trop minoré, couvre des champs qui sont très différents et qui sont essentiels. Il y a évidemment la question de la santé liée à la pratique d'une activité physique et sportive, mais c'est aussi la question de l'aménagement d'équipements sportifs, donc d'aménagement du territoire, c'est la question de la place de l'activité physique et sportive à l'école à travers notamment l'éducation physique et sportive, c'est-à-dire toutes les classes d'âge font du sport grâce à l'EPS à l'école. C'est évidemment aussi la question de l'inclusion des personnes en situation de handicap, c'est la question de la place des femmes et notamment des jeunes femmes dans l'espace public, l'utilisation des équipements sportifs. Il y a des multiples dimensions quand on parle de sport, évidemment, et donc c'est pour ça qu'il nous paraissait important d'en parler. Et je crois qu'une fenêtre s'est vraiment ouverte au moment des Jeux Olympiques et Paralympiques. Déjà, on avait veillé dans nos différents programmes respectifs pour les deux élections qui ont eu lieu en 2024 de parler de sport, de mettre le sport au cœur, mais en tout cas d'avoir une place importante pour le sport. Pendant les élections européennes, on était le seul programme à avoir plusieurs propositions sur le sport, et pendant les élections législatives dans le cadre du nouveau Front Populaire aussi, on avait toute une partie sport, et on est la seule coalition à avoir parlé de sport pendant ces élections législatives. Et donc, c'est important de parler de sport en amont des Jeux, c'était important de vivre les Jeux et de dire à quel point c'était un moment assez extraordinaire de ferveur populaire, de communion nationale. Mais surtout, maintenant, il faut en faire quelque chose, et plus que jamais, surfons sur le succès des Jeux pour développer notre vision du sport et renforcer la pratique d'une activité physique et sportive et sa place dans le débat public. C'est pour ça aussi qu'à travers nos deux invités et leur combat, leur expérience, on va pouvoir parler de plusieurs sujets. Et alors, je ne sais pas qui anime, mais j'ai une première question. Vas-y, pose-la. Et si vous avez des questions dans le chat, n'hésitez pas. Corinne, parce que Corinne, tu es, je le disais, sénatrice de Seine-Saint-Denis. Oui. S'il y a bien un département qui était concerné par les Jeux Olympiques et Paralympiques et leur réussite, c'est bien la Seine-Saint-Denis. Est-ce que tu peux revenir sur cette ferveur estivale ? Oui, alors je crois qu'on a tous partagé, j'espère en tout cas, la ferveur estivale des Jeux. Je ne vais pas revenir sur vraiment toutes les émotions sportives qu'on a pu avoir. Moi-même, j'ai vraiment été très heureuse de pouvoir participer en tant que spectatrice, pas seulement au Stade de France et dans les beaux équipements qu'on a en Seine-Saint-Denis, mais aussi évidemment à Paris. Le fait de mettre en valeur comme ça le patrimoine parisien, c'était quand même quelque chose, une réussite exceptionnelle. Mais aussi, je suis allée à Lille. Enfin, vraiment, il y avait de l'ambiance partout, c'était génial. Mais au-delà de ça, la réussite des Jeux, c'est parce qu'on a réussi à penser les Jeux avec l'héritage en tête. Et ça, c'est vraiment, et je crois que c'est là où vraiment les élus, et là pour le coup, même en tant que socialiste, je dois le dire, de toutes les formations politiques, les élus du Grand Paris en général, de l'Île-de-France, et en particulier ceux de la Seine-Saint-Denis, ont vraiment participé dans les années qui ont précédé avec le comité d'organisation des Jeux Olympiques à penser l'organisation des Jeux sur comment est-ce que cet héritage il vit après les Jeux, comment on réussit les Jeux, mais comment, et donc penser l'héritage même avant de penser finalement les Jeux. Il y avait deux exemples en tête, il y avait Barcelone d'un côté et puis il y avait Rio. Et Barcelone, Rio c'était la cata et... Voilà, avant les Jeux de Barcelone c'est une petite ville qui n'était pas très connue, et puis elle a apparu au monde comme une ville éclatante, pleine de très culturelle, vraiment elle est devenue une ville internationale après les Jeux, elle a su faire fructifier les Jeux de cette manière. Et puis Rio, c'était les Jeux jetables, ça a été une catastrophe, on a des infrastructures qui sont complètement laissées à l'abandon, et où on n'a pas du tout utilisé les Jeux aussi pour répondre à des besoins dans les territoires pour les populations. Et ce qu'on a réussi, la Seine-Saint-Denis, c'est le département qui bénéficie le plus des investissements qui ont été faits pendant les Jeux Olympiques sur les infrastructures sportives, bien sûr, parce qu'on avait le Stade de France depuis longtemps, depuis avant la Coupe du Monde 98, mais on a eu aussi un nouveau très bel équipement d'une piscine olympique qui a servi pour le waterpolo, le plongeon. On a eu la rénovation de beaucoup d'autres piscines et d'autres équipements sportifs type gymnase, etc., parce qu'il fallait aussi avoir des lieux d'entraînement pour les équipes. Et puis, même sur le logement,
le village des Jeux, le village olympique, le village des médias. On a pensé ça par rapport aux besoins de logement sur le territoire sur le long terme. Donc on a construit des choses qui étaient utiles pour les athlètes, mais qui étaient modulaires et qui peuvent être reconverties et qui ont déjà été mises en vente et donc qui permettent de l'accession à la propriété aujourd'hui dans des endroits où clairement on avait besoin de logement. On a fait des investissements sur la voirie, des passerelles qui permettent de désenclaver les quartiers. Donc vraiment, il y a un vrai héritage matériel des Jeux. Et puis, et c'est là où aussi c'est important sur le sport, c'est que, pas seulement sur les équipements sportifs, c'est qu'il doit y avoir un héritage immatériel. Et donc l'esprit des Jeux, le fait que, notamment avec les Jeux paralympiques, l'inclusion, la considération des personnes en situation de handicap, le regard change. On a inauguré, on a mis en service pour la population il y a pas longtemps, il y a une dizaine de jours, Prisme à Bobigny, qui est un équipement, un équipement qui accueille toutes sortes de sports pour les personnes en situation de handicap. Okay. Et donc qui est complètement adapté pour toutes sortes de situations de handicap et toutes sortes de sports. Vraiment, c'est un équipement exceptionnel qui est unique dans notre pays et qui a vocation à être vraiment un lieu inclusif où on ne va pas accueillir uniquement des personnes en situation de handicap, parce que c'est important aussi justement d'avoir ce mélange, de montrer qu'on peut faire du sport avec des personnes, qui n'ont pas de handicap peuvent aussi faire du sport avec des personnes qui en ont. Et donc vraiment, pour changer aussi le regard et avoir cet esprit inclusif, donc c'est important de faire vivre ça. Et puis bien sûr, le sport comme question de santé publique, tu l'as dit, et de cohésion sociale. Et c'est là où on a un sujet de budget. Je prends quelques questions du chat quand même. N'hésitez pas à nous dire dans le chat si vous êtes allé au JO, si vous avez pu profiter un peu des Jeux Olympiques à Paris ou ailleurs. Il y a quand même des questions qui sont les impacts négatifs que ça peut avoir. Il y a quelqu'un qui mentionnait dans le chat par rapport à Barcelone, le fait que maintenant Barcelone souffre du surtourisme aussi. Et donc il y a une deuxième question qui est, est-ce qu'on voit qu'il y a des territoires, notamment dans le Grand Paris, notamment la Seine-Saint-Denis, est-ce que ça profite aussi en termes de tourisme? Est-ce qu'il y a plus de gens qui viennent? Est-ce que ça crée de l'attractivité? Ou est-ce que ça peut avoir des impacts négatifs sur ça? Enfin, est-ce qu'il y a pas un peu Je pense que c'est un peu trop tôt en termes d'impact. Alors, Paris, c'est déjà une ville très touristique. De fait. Voilà, et donc je pense qu'au contraire, c'est bien parce que ça permet aussi de montrer que c'est pas justement cette ville musée que parfois on imagine vue de pays étrangers. C'est une ville extrêmement dynamique et effectivement ça a permis de montrer aussi qu'il y a, au-delà de Paris, il y a le Grand Paris et il y a aussi notamment la Seine-Saint-Denis où il y a une très belle basilique à Saint-Denis par exemple. Enfin, il y a aussi des quartiers qui sont extrêmement vivants en termes de gastronomie, de culture, etc. Et donc j'espère que ça va permettre aussi que ceux qui viennent et qui font du tourisme vont pouvoir aussi s'imaginer faire aussi des circuits à travers la Seine-Saint-Denis. Mais ça, je pense qu'on verra vraiment à partir de l'année prochaine, de l'été prochain plutôt, de cette année, de cet été, voir si vraiment il y a un impact. Bien sûr, le tourisme, il faut toujours faire attention à la manière dont on gère le tourisme. Et il y a des mesures qui ont été prises sur Airbnb. Enfin, il y a des impacts environnementaux, il y a des façons différentes d'organiser le tourisme. Le tourisme, c'est une bonne nouvelle économique en général. Et juste sur les JO, pour rester, il y a des partages de... l'horloge Steam qui nous dit finale du CC Foot, top 5 des meilleurs moments de ma vie. Il y a une fierté du 93 parce que le CC Foot était dans oui, non, et parce qu'une bonne partie des joueurs sont de Bondy notamment. Voilà. Et donc vous, peut-être, c'était quoi le meilleur moment des JO pour vous? Le meilleur moment des... J'avais pas prévu cette question. Je te laisse réfléchir. Vas-y Guillaume. Vas-y. Moi, clairement, c'est la cérémonie, je pense, d'ouverture, qui mettait vraiment, je pense, en valeur, plus que le sport finalement, c'est la France, mais dans toute sa diversité culturelle, aussi dans sa tradition historique. Et je pense que ce mélange de genre aussi, c'était assez innovant. Et je pense assez marquant finalement pour beaucoup. Donc ce mélange entre le sport et les arts, et au final peut-être une des questions qu'on pourra se poser, en quoi le sport c'est un élément de la culture et qu'il s'agit peut-être de partager. Ça serait ça aussi la réussite des Jeux, cette culture partagée autour du sport en Seine-Saint-Denis, mais dans l'ensemble des territoires et pas qu'à Paris.
Juste avant qu'on continue sur ça, pour le dire à celles et ceux qui discutent de ça dans le chat, on va pas parler censure ce soir. Et oui, je sais, frustration. On peut boire une bière après la République pour en parler. Voilà, mais RC Lens et le Plouc, vraiment, on va pas parler de ça ce soir. Meilleur moment des JO. Merci, tu m'as permis de réfléchir un peu. En plus, j'ai eu la chance de pouvoir y assister au Stade de France. C'était la cérémonie de clôture des Jeux Paralympiques. Okay. Où à la fin, il y avait ce fantastique concert. En plus, c'est des goûts musicaux. Et les athlètes paralympiques sont montés sur scène avec, je crois que c'était Martin Solveig qui mixait à ce moment-là. Et je trouvais que c'était une formidable communion qui résumait tous ces jeux. Et on pouvait se dire à ce moment-là, on a réussi. Et j'ai pensé à des personnes comme Tony Estanguet, Anne Hidalgo ou d'autres qui ont porté ces jeux à bout de bras. Et au fond, leur pari a marché. Et donc, il n'y avait plus de pression. Ça a été que du plaisir. Voilà. Et ça avait été un très bon moment. Stéphane nous dit dans le chat qu'un de ses meilleurs moments, je crois, c'était le concert de Gojira, si je comprends bien. Qui a été récompensé au Grammy. Il a été récompensé. Ils ont vu finalement en prix? Bien sûr. Imaginez que la performance à la cérémonie d'ouverture a été récompensée au Grammy Awards. Toi, ton meilleur moment des JO? Je suis d'accord avec Maxime sur la cérémonie de clôture des Paralympiques parce qu'il y avait une émotion particulière en plus, c'était la fin et un côté où on ne voulait pas que ça se termine. Et il y avait vraiment un mélange avec les athlètes paralympiques là, au milieu du Stade de France qui était quand même exceptionnel. Mais sinon, après au niveau sportif, il y a tellement de moments qui sont fantastiques, c'est difficile à dire, mais je dois dire c'était la première médaille d'or française et que j'ai été au Stade de France, c'est le rugby à 7, c'était une journée fantastique. Voilà. La fin le dernier match du judo par équipe, exceptionnel. Voilà. Moi, on a parlé de tous les côtés positifs, mais on va parler budget un peu. C'est ça, le lien ou pas? Transition? Oui, tout de suite. J'avais envie d'interroger Guillaume sur la notion précise d'héritage pour savoir si au fond, parce que les Jeux Olympiques et Paralympiques c'est maintenant une longue histoire, est-ce qu'on a toujours parlé d'héritage et sinon depuis quand? Et au fond, pourquoi c'est quand même important cette notion d'héritage au-delà de ce qu'on peut dire? Je pense que c'est important parce qu'effectivement on parle beaucoup d'héritage mais sans savoir vraiment de quoi on parle et de ce point de vue, on a cité effectivement Barcelone. C'est un vrai tournant, c'est dans les années 90 avec la candidature de Sydney en 2000. En fait, le CIO va instituer le volet héritage. Donc pour candidater à ce grand événement, les Jeux Olympiques et Paralympiques, il y a la nécessité pour la ville hôte d'avoir justement cette idée d'un héritage matériel, mais aussi immatériel, donc dans l'idée de bénéficier finalement de ce grand événement, mais à l'ensemble de la population. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que ça suit finalement les crises un peu politiques, sociales, environnementales aujourd'hui, puisqu'il y a un volet comme ce Paris 2024 important qui a été accordé sur l'héritage et la question de la durabilité. Il y a aussi, quand même, on oublie, mais on en parle souvent, c'est les Jeux de Londres qui ont été assez reconnus, emblématiques. C'est facile du succès, on va être un peu positif, effectivement, pour commencer. De cet héritage, mais le parallèle, alors je ne sais pas si vous allez tout de suite sur le négatif, c'est assez saisissant, c'est l'après-jeu 2012, où finalement on est assez proche du contexte actuel, où Londres finalement c'était une vraie réussite, surtout sur les Jeux paralympiques, où il y avait vraiment une médiatisation, cette idée de changer le regard effectivement des personnes en situation de handicap. Donc il y avait une vraie ambition, et le slogan c'était inspirer la jeunesse. Donc ça c'était une vraie réussite, enfin c'est une vraie réussite, comme Paris 2024, mais pour autant juste après, c'est une période d'austérité à Londres, des coûts budgétaires assez drastiques au niveau des politiques publiques, et finalement un peu ce qu'on va peut-être parler ensuite, mais c'est un effet JO, mais qui est retombé assez vite, et je dois dire pire en fait pour les populations qui étaient assez éloignées de la culture physique et sportive, donc plutôt défavorisées, parfois en situation de handicap. Au final, les chiffres, ils ont été même plus bas quelques années après. Parce que la question que tu me poses effectivement sur l'héritage, l'ambition, c'est finalement comment passer d'un événement qui est assez éphémère, qui à un instant T, effectivement, a amené ce sentiment de ferveur dont tu parlais, Maxime, mais comment en fait on arrive à capitaliser sur cet événement et le transformer durablement, mais pour l'ensemble de la société, d'une population. Et je crois que ça, c'est une ambition, peut-être une promesse. Est-ce qu'elle est démesurée, ça on pourra en parler,
en France et à Paris, mais c'était l'ambition. Et là, je pense qu'il est intéressant, c'est qu'on est dans un moment, on est à 6 mois après les Jeux, où à nouveau, effectivement, il y a peut-être ce paradoxe, où un événement qui a peut-être transporté un peu cette population, qui a amené un peu de positif en France. Et pourtant, ce paradoxe, c'est qu'effectivement, il y a des coupes budgétaires assez drastiques, donc il y a peut-être ce sentiment un peu d'incompréhension. Et j'ai envie de dire, peut-être pour finir là-dessus, qui en fait fragilise complètement cette ambition d'héritage. Et là, à part parler effectivement de brutalité, de paradoxe, effectivement, je comprends les différentes tribunes qui ont été portées par différents sportifs. Dans le chat par rapport à ça. Alors déjà, il y a Mathéo qui nous dit on parle souvent d'héritage dans ce chat, dans ce live, parce que il y a 2 semaines on parlait d'héritage, mais on parle de la société des héritiers avec nos invités, avec Bruce Gaillard notamment. Il y en a qui suivent. Il y en a qui suivent, il y a des habitués, c'est déjà pas mal. Il y avait une question intéressante notamment de Merlin sur la surveillance. Quelle surveillance les collectivités vont-elles déployer pour les futurs exploitants privés des sites olympiques comme le CAO? Je ne sais pas si ça vous parle, si vous avez réagi à ça. Et après, sur la question plus qui était en lien avec le truc d'avant, c'était de savoir est-ce qu'il y avait une analyse de l'impact économique des JO qui était prévu sur le commerce, le tourisme, le coût des services publics, est-ce que c'est trop tôt ou est-ce qu'il y a un audit de prévu? Dans le chat, ça discute. Apparemment, il y aura un audit prévu par LFI, mais on ne sait pas trop. Donc, est-ce que sur ces 2 questions-là de surveillance des collectivités... Il y a 2 choses. Effectivement, il y a plusieurs commissions effectivement pour évaluer l'impact des Jeux. Mais juste sur le tourisme, en fait, je pense qu'il ne faut pas oublier que on parlait de Paris, qui effectivement n'a pas besoin effectivement de ce grand événement. Il ne faut jamais oublier que sur un grand événement, il y a aussi un phénomène d'éviction. On a parlé aussi avant les Jeux, pendant les Jeux, de ce qui partent de Paris. Mais en fait, ça c'est observé dans chaque grand événement. Donc déjà, ça biaise totalement cette question du tourisme. Alors après, peut-être effectivement sur les territoires, Île-de-France, Seine-Saint-Denis notamment, il y a peut-être un sujet, mais là c'est plutôt Corinne qui répondra et pas moi. Mais oui, je pense qu'il est trop tôt aussi sur l'impact. Par contre, ce qu'on observe, c'est quand même tous les dispositifs qui ont été lancés. Tu as parlé quand même de l'école. Il y a quand même des dispositifs qui étaient assez emblématiques, portés par les différents gouvernements précédents sur les 30 minutes d'activité physique quotidienne à l'école. Donc plutôt un enjeu de lutte contre la sédentarité. Il y avait 2 heures de sport au collège. Alors c'est pas de l'EPS, c'était un dispositif pour renforcer la pratique sportive pour les collégiens. Alors ça n'a pas été supprimé, mais ça a été, je crois qu'il y a eu un peu une médiatisation dessus, mais ça a été largement réduit pour certains établissements. En fait, tous ces dispositifs, ils ont été tout bonnement soit réduits ou supprimés, annulés. Donc là déjà l'impact en termes de dispositifs, principalement pour notre jeunesse, les enfants et les adolescents, il est pour l'instant quasiment nul. Si je parle bien de durabilité sur l'après, parce que je crois que c'est ça l'enjeu. Alors le CAO, c'est le centre aquatique olympique. Je parlais tout à l'heure, qui est cette très belle piscine qui a été construite à proximité du là où il y avait le water polo. Là où il y avait le water polo et où il y avait le plongeon. Et en fait, ça a été là aussi, on voit que tout ça a été pensé avec l'idée de comment est-ce que c'est exploitable par la suite. Donc il y a bien sûr des exploitants privés, mais c'est aussi ouvert avec les collectivités aux scolaires. Il y aura bien sûr des heures pour le public. Et ça a été pensé pour que, en réalité, dans l'espace même, il y a un mur d'escalade, en fait, il y a toute une partie qui servait de tribune, où en fait, on sait très bien que on n'a pas besoin d'avoir autant, même si on fait un meeting de natation, parce qu'on peut en fait faire un meeting de natation. Ou un meeting politique, aquatique, des choses qui sont... Potentiellement, je crois, des championnats d'Europe qui peuvent être accueillis bientôt là. Ils n'ont pas besoin d'avoir autant de tribunes que sur un modèle Jeux Olympiques. En fait, il y a toute une partie des tribunes qui était démontable et ça va être, il y a des terrains de paddle qui sont en train d'être montés. Et donc, voilà, il y a des piscines en bas qui sont aussi pour l'initiation, pour les petits, etc. Donc, il y a vraiment, c'est un complexe en fait sportif. Pratique, voilà, et donc qui va être ouvert avec plusieurs types d'exploitation et qui permet ça permet d'assurer une exploitation et donc de ne pas avoir des équipements qui, comme à Rio, meurent en fait parce que personne ne les utilise. Je me permets juste parce que je trouve que c'est d'autant plus intéressant parce que ça mêle assez bien l'héritage matériel sur la réutilisation effectivement de ces équipements et on en a besoin. Et la Seine-Saint-Denis, justement, c'était le département effectivement qui en manquait, je crois, et qui en manque toujours, mais ou alors sur la vétusté aussi.
des installations sportives, mais surtout ça répond en fait à une demande forte de la population, parce que aujourd'hui justement les jeunes et toutes les enquêtes, les baromètres, les enquêtes INGEP sur la jeunesse et leur rapport aux pratiques sportives, ce que j'ai un peu analysé comme d'autres, en fait ils sont dans cette idée de ne pas simplement faire du sport compétition. Leur première motivation, c'est justement la question de la santé, mais c'est aussi le plaisir, la convivialité. Donc ces espaces, nécessairement, quand ils sont pensés pour être effectivement autour du plaisir, parce qu'il y a un vrai phénomène sur le padel aujourd'hui, effectivement, même si on pourrait discuter un peu de la sociologie des pratiquants, mais quand même, ça répond à une demande. Et surtout, effectivement, ça permet à ces populations de pouvoir effectivement bénéficier finalement de ces équipements. Et donc ça pose bien la question justement de la vision. Et là il y a une vraie vision, je pense, qui est intéressante pour la suite, parce qu'on parle beaucoup d'équipements en ce moment, mais c'est vrai qu'il y a quand même un enjeu environnemental, de durabilité, et un coût pour les collectivités, parce qu'aujourd'hui, quand une piscine, c'est un coût très important pour une collectivité. Donc nécessairement, je pense qu'on est en 2025, on ne peut plus nécessairement penser comme dans les années 60, lorsqu'on avait les plans de 1000 équipements qui ont été construits, et tout finalement, ces installations assez structurantes, il y avait des stades, des piscines, des gymnases. Aujourd'hui, la réalité fait qu'on a une demande différente, mais aussi on a des enjeux environnementaux inclusifs. On a parlé effectivement de Bobigny et de Prisme, c'est ça, oui. de Prisme. On voit bien que voilà, il y a une évolution et un sport des collectivités qui évolue aussi par rapport à notre société. C'est en ça que c'est intéressant, je pense. Et on a récupéré Je pense que tu peux bien remettre ton micro, je pense, pour qu'on t'entende bien. Parce que ça marche chez moi ou pas? Un petit point technique. Est-ce qu'on entend? Je crois que c'est bon, ok. Oui, parce qu'on a récupéré en Seine-Saint-Denis, on a des élus, et en particulier, je veux faire un coucou au président du département, Stéphane Troussel, qui a beaucoup œuvré aussi pour qu'on récupère aussi des équipements qui ont été démontés après, par exemple. Par exemple, le skate qu'il y avait sur la Concorde, ça a été récupéré en Seine-Saint-Denis, ça va être remonté. Le sable du beach volley, ça a été récupéré aussi pour pouvoir faire des terrains de beach volley. Donc voilà, donc on avait vraiment essayé il n'y a pas eu de perte, et pour que ça profite après au plus grand nombre. Ok. Tu veux relancer sur le budget? Parce que c'est quand même. On a dit beaucoup de choses positives sur le. Pour une fois, mais c'est important. C'est important. C'est important. Il y a des questions sur les JO d'hiver aussi, bien sûr, dans le chat, mais je pense qu'on va rester sur les JO et l'héritage. On pourra terminer sur les Jeux de 2030. Il y a François quand même du PS Nord qui nous dit, au-delà de l'héritage des JO, il y a un vrai sujet d'accessibilité de tous à une pratique sportive, soit pour des raisons de manque d'équipement, soit pour des raisons économiques, que des dispositifs comme le passeport n'auraient pas car ils créent des effets d'aubaine pour les clubs qui en profitent pour augmenter leurs tarifs. Alors oui, bon, mais justement ça permet de remettre le doigt sur l'importance de la question budgétaire. Pourquoi il faut des moyens pour le sport, et là je me consacrerai parce qu'au fond les premiers financeurs du sport en France, ça reste les collectivités territoriales, mais l'État est chef d'orchestre et coordonne une politique au niveau national. Il y a deux manières de financer le sport dans le projet de budget de l'État. Il y a les crédits budgétaires. Les crédits budgétaires du coup relèvent d'une mission budgétaire particulière, et quand on les regarde, et si on se limite vraiment, on met de côté, on va dire, les crédits qui étaient consacrés aux Jeux Olympiques et Paralympiques, considérant que c'est normal qu'ils diminuent, même si on aurait pu imaginer un recyclage vers des dispositifs de droit commun. Mais si on met ça de côté, les crédits budgétaires pour le sport baissent, malgré la mobilisation des sportifs et la mobilisation politique, de 182 millions d'euros entre 2024 et 2025, c'est moins 23,5% après les Jeux Olympiques et Paralympiques. Ça, c'est le premier levier. Le deuxième levier, c'est pour financer une agence qui a maintenant quelques années, qui s'appelle l'Agence nationale du sport, qui a des missions très précises. Et là, la mobilisation a permis d'avoir une augmentation des moyens via des taxes affectées, mais là, c'est un mécanisme un peu complexe, une augmentation de 76 millions d'euros. Mais globalement, les moyens pour le sport diminuent. Ça a des effets très concrets, notamment sur le passeport. On peut considérer que le passeport, ça crée des effets d'aubaine. Le passeport, moi, je pense qu'il faut malgré tout le développer. Le passeport, d'ailleurs, il y a une proposition de loi socialiste qui avait été adoptée à l'Assemblée nationale en décembre, pour le rendre universel à hauteur de 75 € pour les jeunes entre 3 et 25 ans, et avec un doublement pour les 3 à 25 ans en situation de précarité. Et je pense que c'est un dispositif indispensable
pour promouvoir la pratique du sport pour toutes et tous, puis aussi pour soutenir les clubs de sport, à partir du moment où ils ont la capacité d'accueillir ces nouveaux pratiquants. Et le problème, c'est que les coupes budgétaires sur le sport sont les coupes qui concernent notamment le passeport. Et d'avoir des coupes budgétaires, c'est aussi moins d'équipements publics sportifs qui sont financés. Et ça fait écho aussi à ce que pouvait dire Corinne. Donc voilà, c'est ça l'ambition, d'avoir un vrai budget pour les sports. Et ce qui permet peut-être une question à Guillaume. Ouais, je salue juste Stuofon qui nous a rejoint, Liliane Gobin aussi qui nous a rejoint, donc toutes les personnes qui nous rejoignent, vous êtes en direct avec nous. N'hésitez pas à poser vos questions si vous avez des questions pour nos invités, à Corinne et Guillaume ou à Maxime Sauvage aussi, sur le sport et notamment les coupes budgétaires, même si on a été assez positif sur le début, sur l'héritage des JO, sur tout ce qui est fait en Seine-Saint-Denis, etc. Mais là, on va passer un peu sur aussi les problèmes que tu viens de mentionner notamment. Et donc, si vous avez des questions dans le chat, n'hésitez pas à les faire remonter. J'ai vu sur les JO de 2030, on a dit qu'on en parlerait à la fin, plutôt. Oui, non, mais il y a un sujet qui se développe de plus en plus, la question du sport santé et son importance, parce qu'on sait les effets, en tout cas, ils sont scientifiquement étudiés et prouvés, même si médiatiquement, ils sont finalement peu évoqués, les effets de la sédentarité et de l'inactivité physique. Je voulais savoir, au fond, est-ce que le développement du sport santé, ce serait pas aussi une manière de faire des bonnes économies budgétaires par les dépenses de santé en moins qui seraient induites par... Oui, parce que là, on parle du budget, on parle beaucoup de coûts, finalement, mais peu d'investissement. Et en quoi, alors le sport santé qu'on pourrait aussi définir, parce que ça englobe quand même beaucoup de choses, mais en quoi ça pourrait effectivement amener aussi des sources d'économie. Bon, je ne vais pas donner trop de chiffres, mais quand même un chiffre assez alarmant aujourd'hui. Dans nos populations, la jeunesse, quand même, parce qu'on prend les chiffres un peu de. Alors, l'OMS et l'ONAP, c'est un observatoire qui étudie justement la sédentarité liée à nos modes de vie. Mais les jeunes aujourd'hui, les jeunes adolescents et adolescentes, finalement, vous n'avez que 50% des garçons, donc les enfants et les adolescents, qui répondent à ces recommandations. Donc, c'est quoi? C'est-à-dire que par jour, en fait, l'idée, c'est faire 60 minutes d'activité physique quotidienne, intensité modérée, donc simplement une mise en mouvement, de la marche ou de l'activité physique. Simple pour qu'il y ait derrière un bénéfice pour la santé. Mais sauf que dans notre génération en France, vous n'avez que 50% des garçons. Et pire, 30% des filles. Donc c'est-à-dire quoi? C'est très concret. C'est que dans 10 ans, 20 ans, et c'est déjà le cas aujourd'hui, vous avez des jeunes qui vont développer très rapidement, et c'est déjà le cas, différents médecins l'ont mis en évidence, finalement des maladies cardiovasculaires, des différentes problématiques, avec une augmentation aussi du surpoids et de l'obésité, même si c'est multifactoriel de ce point de vue-là. Mais déjà très concrètement, là on est déjà à un moment où effectivement, si on n'investit pas autour, alors pas tant du sport, mais peut-être sur la question de l'activité physique à mettre dans le quotidien, à travers nos modes de déplacement, et aussi peut-être dès l'école, justement, à ce moment où se jouent ces inégalités avec déjà une génération presque un peu sacrifiée là, de ce point de vue-là. Effectivement, il y a un vrai enjeu. Alors après, c'est pour ça que quand on pense à sport santé, il y a la dimension physiologique, effectivement, et je pense qu'elle est importante par rapport aux maladies que je viens rapidement de citer, mais il y a aussi une dimension psychologique. Et là, on est comme c'est une grande cause nationale autour de la santé mentale. On est aussi dans une génération après Covid qui a subi plein de fois là, cette période, mais aussi des crises sociales. On parlera peut-être après sur les Alpes 2030, la crise climatique, qui est aussi un phénomène qui amène de l'éco-anxiété chez cette génération. Donc l'activité physique aussi, ce qui a été démontré, c'est que ça a un effet bénéfique justement sur la santé mentale, pas que les jeunes. Et enfin, peut-être pour finir, on a parlé un peu de cohésion, la dimension sociale, l'intérêt des clubs, des associations, portées justement par les collectivités. Toutes les enquêtes autour des jeunes montrent bien que, contrairement à ce qu'on peut penser avec une génération plus connectée, on parle pas mal d'IA en ce moment, ça reste quand même un lieu de socialisation, un lieu de rencontre, convivialité. Donc je pense qu'encore une fois, effectivement, le sport santé, mais dans sa vision très large, physique, psychologique, sociale, en reprenant un peu le cadre de l'OMS, en fait, c'est vraiment une source d'investissement. On en parle peu, alors que les chiffres, en fait, ils sont alarmants. Je peux en citer d'autres, mais c'est pas forcément l'idée. Mais il suffit d'interroger les médecins pour se rendre compte. Effectivement, c'est assez dramatique. Et on ne mesure pas encore, je pense, effectivement, les effets déjà actuels dans 10 ans ou plus pour cette génération. Donc, encore une fois, effectivement, sur le budget, on parle du passeport. Il y a d'autres, effectivement, volets dans ces crédits sport qui vont être touchés.
mais des dispositifs après les Jeux qui ont été sacrifiés là, à l'école principalement. Là, on voit bien que sans volonté politique, sans vision, nécessairement, Paris 2024, là on va être un peu moins positif, on risque finalement de suivre la trajectoire lors de Londres ou d'autres grands événements et finalement ne pas pouvoir capitaliser ou se dire que c'était peut-être une opportunité effectivement pour à minima maintenir les crédits dont parlait Maxime, sachant qu'effectivement le budget c'est quand même 0,15 il me semble du budget général, le sport c'est très très peu dans le pays. Et peut-être pour finir, effectivement dans cette idée, se dire qu'à partir du moment où l'activité physique, le sport santé c'est un investissement, peut-être effectivement le penser de manière un peu interministérielle et se dire que quand on se pose la question, comme on est à Paris là aussi ou dans d'autres villes, des modes de vie, des modes de déplacement, l'enjeu écologique, ça passe aussi par cette question de l'activité physique, sauf que c'est pas accessible à tout et chacun. Et ça c'est un enjeu très important, c'est qu'on est un peu dans cette idée que le sport c'est la santé. Alors effectivement dans la communication c'est presque automatique et presque une rhétorique que les politiques reprennent, mais dans la réalité, non, le sport ce n'est pas la santé parce qu'il n'est pas accessible à toutes et tous. Et... Je vais poser des questions du chat justement là-dessus. Il y a déjà Yasmine Eddy qui dit c'est toujours dommage de parler budget avec vision court-termiste. On sait qu'investir sur des sujets sport, santé, éducation, c'est à long terme profitable économiquement. Donc si vous voulez réagir à ça. Et autre sujet de François qui nous dit l'État a l'an dernier annulé la FCTVA sur les investissements sportifs des communes. Ça se paye très cher et à ma connaissance le budget 2025 n'a pas rétabli le dispositif, ce qui va freiner les investissements des villes, création et entretien des bons sportifs notamment. Oui, c'est ce que je voulais dire pour rebondir sur la question du budget, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que la question du budget de l'État sur le sport, c'est qu'on a un deuxième coup de rabot qui est que comme l'État en plus ponctionne sur les budgets, déjà on n'a pas rétabli la FCTVA, mais en plus comme l'État fonctionne sur les réserves budgétaires des collectivités, ça va encore, donc elles vont être réduites à juste faire fonctionner faire fonctionner leur collectivité sur leurs obligations en fait. Ça veut dire que quand on calcule, tout ce qu'elles pouvaient faire en plus pour investir dans des équipements, même juste un city stade, cofinancer un city stade, etc. Enfin des petites choses, donner un coup de main au tissu associatif. Ils n'ont plus les budgets pour faire ça. Et quand on parle des coûts budgétaires dans les médias, ils nous disent voilà, réduction du budget, ce que tu disais au départ, là on parle que du budget de l'État, c'est-à-dire qu'on ne mentionne même pas en réalité les coûts budgétaires des collectivités qui du coup vont avoir un... L'État évalue les coûts budgétaires sur les collectivités à peu près 2 milliards d'euros. C'est 2,2 milliards d'euros selon le calcul de l'État, selon les associations de collectivités, notamment l'association des maires de France qui a refait son calcul là dernièrement, on est à plus de 7 milliards. C'est énorme. Ouais, donc le risque c'est que nécessairement le sport soit encore cette variable d'ajustement. Et alors peut-être de manière justifiée quand effectivement les élus locaux sont confrontés à ces coupes drastiques. Mais pour autant on voit bien que malgré justement tout cet engouement effectivement autour de ces grands événements, on n'arrive pas à capitaliser et finalement nos gouvernants ne modifient pas en fait leur manière de penser justement cette culture et l'intérêt je pense de l'activité physique pour la jeunesse, pour une population et par rapport à tous les effets dont on parlait. Et du coup si on va sur la question de l'actualité, là très concrètement, est-ce qu'on peut parler quand même de petites victoires par rapport au fait qu'on a moins de baisse que ce qui était prévu, ou est-ce qu'on reste quand même sur une défaite, si on prend en compte notamment le budget des collectivités aussi Ça reste un très mauvais budget. C'est un peu moins mauvais que ce qui était prévu au départ, mais ça reste un très mauvais budget. Sans JO, on aurait dit que c'est un mauvais budget pour les sports. Alors après les Jeux Olympiques et Paralympiques, c'est un naufrage. Voilà. Et moi je voulais pas mal revenir sur la mobilisation des athlètes parce que je suis curieux de savoir à quel point ça a joué dans la décision et un peu à quel point le fait qu'il y ait la tribune des athlètes et qui montent un peu au créneau, est-ce que dans les discussions notamment en Israël c'est des trucs qui ont joué, on sait que Macron était quand même très son image et son lien avec le sport et essaie de cultiver ça aussi en étant très présent médiatiquement pendant les JO. Est-ce que ça a joué plus que dans d'autres secteurs qui du coup peut-être n'ont pas suffisamment de relais médiatiques comme l'a pu l'avoir le sport, même si quand j'entends que vous n'êtes pas satisfait, mais en tout cas le rôle des athlètes là-dedans a quand même été un point pas mal important de ce que je commence, après je vous laisse la parole, mais il y a eu un vrai rôle d'ailleurs, visiblement la ministre
considérant qu'elle n'avait aucun poids politique, s'est servi aussi de cette mobilisation pour compenser. Effectivement, et au fond, elle a eu raison. Mais d'ailleurs, je le dis, après les Jeux Olympiques et Paralympiques, on a eu un ministre des Sports de Michel Barnier qui est resté maire de Châteauroux, donc qui est un ministre à mi-temps. Et là, on a une ministre qui n'a absolument aucun poids politique. C'est aussi très symptomatique de la vision qu'a les sports, dont souffrent les sports. Ce que je peux dire, c'est que la mobilisation, elle a payé, et si je devais l'évaluer, c'est qu'elle a permis, grosso modo, de sauver 100 millions d'euros pour le budget des sports. Pourquoi ? Parce qu'au-delà de la baisse de 182 millions d'euros des crédits du sport, il y avait une baisse supplémentaire de 34 millions d'euros. C'est ça l'élément déclencheur de la mobilisation. Et cette baisse, finalement, n'a pas eu lieu. Elle n'a pas été votée au Sénat. Et ensuite, cette mobilisation a permis également d'augmenter la fraction des taxes affectées à l'Agence nationale du sport, qui devait normalement, ces taxes affectées, baisser de 6 millions et qui finalement augmente de 76 millions d'euros par rapport à 2024. Donc, ce qui veut dire en gros plus 80 millions par rapport au budget initial de Michel Barnier. Donc quand on met 80 millions plus 34 millions d'euros sauvés sur... ça fait que la mobilisation des sportives et des sportifs, c'est 110 millions d'euros de sauvés pour le sport. Mais dans un contexte global de baisse. Sur le budget, est-ce que vous voulez compléter sur les coûts budgétaires et comment est-ce qu'on peut faire quelque chose par rapport à la situation? Plus globalement, ça veut dire c'est une question de philosophie générale par rapport au budget, ce que vous disiez sur les investissements. Enfin, il faut arrêter de penser les choses en termes de dépenses et il faut commencer à les penser en termes d'investissement. Comme l'éducation. Voilà, donc que ce soit sur la santé, que ce soit sur l'éducation, que ce soit sur... Et donc, je pense le décrochage scolaire des enfants qui arrivent à trouver une forme d'épanouissement à l'école aussi, parce qu'il y a du sport et alors qu'ils se sentent mal, ça peut aussi faciliter l'accompagnement d'enfants qui sont sinon en décrochage scolaire. Il y a plein de choses. Le sport en équipe, ça apprend d'autres qualités sociales dont on a besoin en grandissant. On est des meilleurs adultes aussi après, de meilleurs citoyens. Enfin, il y a plein de raisons qui font que même si c'est pas mesurable immédiatement en euros trébuchants, c'est un investissement dans la qualité de vie et dans la qualité du lien social dans la société et dans simplement le fait qu'on a une responsabilité aussi. La République a une responsabilité de former des petits citoyens, de futurs citoyens qui sont capables d'opérer dans la société en ayant des rapports avec les uns et les autres qui sont des rapports normaux de vie normale. Et c'est aussi important, je pense, les athlètes se sont mobilisés sur le budget, c'est évidemment important. Je pense que c'est aussi important quand ils se mobilisent sur la lutte contre les discriminations parce qu'ils ont une influence dans la société. Sur la lutte contre les discriminations, contre le racisme, la haine anti-LGBT, c'est vraiment c'est critiqué aujourd'hui beaucoup par la droite qui prétend qu'on ne doit pas faire de politique avec le sport. En réalité, eux, ils passent leur temps à faire de la politique avec le sport en expliquant qu'en fait, on ne devrait pas avoir des messages de lutte contre les discriminations dans le sport. Si dans le chat vous avez des questions, il nous reste un petit quart d'heure ensemble, on va parler peut-être des JO 2030 à la fin. C'est qu'il y a des cartes blanches de prévues aussi dans le déroulé. Oui. Parce qu'on a un déroulé, on avait un déroulé, on n'est pas obligé de le suivre. Non, mais ça permet de faire écho à ce que disait Corinne. J'aimerais entendre Guillaume, et je pense à une carte blanche sur la question de l'éducation physique et sportive, ou en tout cas du sport à l'école, parce que on sait à quel point c'est indispensable. Nous, au Parti Socialiste, on prône le passage d'un enseignement de l'EPS du CP à la terminale à 4 heures par semaine. C'est quelque chose. Parce qu'aujourd'hui, ça commence à 4 et ça finit à 2, résumé. Ouais, 4 en 6e, 3 heures à l'école et au lycée 2, effectivement. Et alors pourquoi en tout cas dans les programmes, c'est pour ça que ça peut être. Pourquoi c'est important le sport à l'école? Alors justement, on parlait un peu effectivement de la formation d'un citoyen. Là, finalement, c'est ce que l'on doit, à tous les enfants de la République. C'est pour ça que c'est important effectivement de rappeler que l'EPS c'est une discipline scolaire obligatoire
et c'est une particularité en France, c'est que c'est une des seules disciplines obligatoires avec les Français et les mathématiques. Dès l'âge de 3 ans, même si on ne parle pas d'EPS, c'est plutôt de l'activité physique et artistique. L'EPS à partir du CP, donc en école élémentaire, jusqu'au lycée en terminale, qui est obligatoire, donc sur l'ensemble du parcours scolaire d'un enfant. Mais ça, c'est ce qu'on leur doit finalement à tous ces enfants. Et peut-être d'autant plus ceux qui n'ont pas l'environnement culturel, familial, financier, pour finalement, à côté de l'école, pouvoir, on a parlé aussi du passeport avant, pouvoir accéder finalement au sport comme une discipline artistique et culturelle. Parce que ici en France, il y a effectivement cette confusion qui est opérée quand on parle d'EPS et de sport. Le sport qui finalement serait davantage un loisir, une activité périscolaire. Sauf qu'effectivement, à travers le sport et donc en EPS par ce volet éducatif, on forme des citoyens. Alors effectivement, il y a un enjeu de santé, mais aussi, on parlait sur l'enjeu de santé, un enfant aujourd'hui, justement, pour développer sa motricité simplement, accéder à la culture, mais l'ouvrir sur d'autres pratiques physiques et sportives, et se dire que par exemple, une fille, contrairement à toute la sociologie qu'on peut penser, elle n'est pas forcément amenée à faire que de la danse, de la gym, et finalement répondre à un imaginaire féminin, ou inversement un garçon, du judo, du football, et donc plutôt un univers autour de la compétition, de la performance. Non, l'enjeu d'émancipation, je pense, par l'éducation et par le PES, c'est s'ouvrir à d'autres cultures, le faire en mixité à l'école. Donc c'est ça aussi l'enjeu de l'EPS, c'est que c'est le seul espace où il y a cette mise en jeu des corps, des filles et des garçons ensemble, aussi des enfants, et c'est peut-être là une limite, j'en parlerai après, des enfants en situation de handicap aussi, ou en tout cas ayant différents besoins éducatifs particuliers, pour être ensemble et pas de manière séparée, puisqu'on parlait avant de Prism et de Bobigny. La pratique partagée, l'enjeu de ces Jeux paralympiques, c'est le faire ensemble, c'est pas être côte à côte. Et là, je pense qu'on en est encore loin en France, même si effectivement on voit bien qu'il y a des innovations et des possibilités. Et donc sur le PES, effectivement, sur l'idée d'avoir ces 4 heures de PES obligatoires, je dois dire déjà, permettons aussi de les rendre effectifs. Parce que la réalité, c'est que comme les clubs et les associations, le PES à l'école, donc les enseignants et les enseignantes sont dépendants des installations sportives. La réalité, c'est que toutes les enquêtes le montrent européennes, c'est qu'en fait à l'école, on est plutôt sur 1h50 plutôt que 3 heures de PES, et progressivement au lycée. Donc au final, si vous ne bénéficiez pas, je dirais, d'un environnement familial et surtout culturel, on parlait d'héritage, c'est souvent porté par le père, le goût pour la culture sportive. Si vous êtes à l'inverse, dans une famille plutôt monoparentale, avec une mère isolée, peut-être un milieu moins favorisé, déjà de fait, sans cette EPS, sans cette vision républicaine et citoyenne, les inégalités de fait se creusent. Donc voilà pourquoi ça me semble important effectivement de rappeler que travail l'EPS, ce n'est pas que du sport à l'école, mais il y a un enjeu d'émancipation, peut-être d'autant plus pour les filles que les garçons, lorsqu'on regarde les chiffres qui sont alarmants, encore plus pour des milieux défavorisés qui n'ont pas ces possibilités en dehors de l'école justement d'y avoir accès. Et nécessairement, je pense, et pour finir, peut-être dans l'éducation physique et sportive, on oublie parfois qu'il y a l'éducation premier. Et l'éducation, c'est comme ça, c'est permettre à un enfant, un élève de sortir de sa condition sociale, mais aussi naturelle pour les filles et les garçons. Il y a François qui nous dit dans le chat, toujours du PS Nord, tu nous dis, on a aussi un sujet sur le fond philosophique des politiques du sport. Tout concourt à encourager la performance comme seul but au détriment du sport plaisir, avec des primes au club selon un résultat. Donc, sans faire du communisme primaire, j'ai en mémoire la gym collective et populaire en Chine qui n'empêche pas le sport de haut niveau. On parle aussi de mixité, notamment dans le chat. De comment il y a un bon exemple, il y a un article qui a été publié il n'y a pas longtemps là, sur la comparaison avec le modèle sportif norvégien, et il y a plus longtemps, quelques temps suédois. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on parlait de volonté politique, mais surtout de vision. En Norvège, justement, même si je me garderai de toute comparaison sur la population et la culture, mais simplement dans le modèle sportif, donc dans les clubs, ils ont interdit effectivement jusqu'à l'âge de 11 ans tout classement avec l'idée de privilégier davantage la pratique mixte. Et quand bien même vous organisez des compétitions à l'échelle locale plutôt, et à l'échelle locale parce qu'il y a un enjeu aussi environnemental pour éviter les déplacements, quand bien même il y a une logique de compétition, on reste sur une logique plutôt motivationnelle, donc il n'y a pas de classement, il n'y a pas de premier, il n'y a pas de deuxième, pas de troisième, parce qu'effectivement en termes de philosophie,
L'idée, c'est déjà plutôt l'idée de faire un sport ensemble, plutôt sur un sport plaisir, une période de joie, la joie de faire du sport pour un enfant. Et là, il y a un vrai parti pris. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on compare rapporté à la population, eux, le haut niveau ou la très haute performance en Norvège, au final, ils font partie des grandes nations sportives. Alors davantage, on comprend vite pour les sports d'hiver, peut-être la transition avec les Alpes, mais ça montre bien qu'aujourd'hui, en 2025, peut-être qu'on a un modèle sportif en France qui a très peu évolué, même si on a des fédérations sportives qui sont assez avant-gardistes, comme sur ces enjeux de sport santé, d'inclusion, de mixité ou encore de durabilité. Mais pour autant, on reste quand même, je vais m'engager un peu plus, mais un peu arc-bouté quand même sur l'idée d'être que sur la compétition, de la performance, sur des pratiques démixées, avec aussi une réalité aussi à l'échelle locale. C'est que quand effectivement les moyens ne suivent pas, c'est très souvent les sections féminines qui sont sacrifiées. Plein d'exemples récemment. D'autres réalités au niveau des milieux, d'autres territoires, simplement aussi quand les compétitions, les catégories passent effectivement de mixer à démixer, en fait, qui en bénéficie davantage les garçons, et là vous avez les filles qui décrochent, surtout autour de 11-12 ans au début de l'adolescence. Donc on voit comment finalement, à partir de ce modèle sportif qui n'est pas mixte, qui n'est pas prioritairement centré sur ce qui pour moi devrait fonder en fait, finalement cette philosophie pour les enfants, c'est le plaisir de pratiquer ensemble, en fait de se rencontrer aussi, c'est ça la formation de la citoyenneté. En fait on en est très loin, et sauf qu'il y a des exemples quand même qui fonctionnent, et on voit que c'est pas antinomique entre le sport pour tous, amateur, et la très haute performance. J'ai une anecdote. Comme secrétaire national en charge des sports, je suis allé à la Fondation Jean Jaurès qui stocke les archives du Parti Socialiste. Pour voir ce que c'est vraiment un truc de geek du Parti Socialiste. Mais pour voir d'aller voir les archives. Pour voir ce que mes prédécesseurs avaient travaillé dans les décennies avant moi. Et je suis tombé sur un fonds d'archives qui datait des années 70. Et en 77, le Parti Socialiste, dans cette décennie un peu d'effervescence intellectuelle avant 81, avait sorti un programme sport. Et quand on le lit, il est assez dingue, notamment sur la question des Jeux Olympiques. Il ne parle pas de Jeux Paralympiques dans le document, donc Jeux Olympiques, notamment d'ailleurs pour se dissocier de la vision qu'ont les communistes du sport de l'époque, et qui dit la chose suivante, en fait, le Parti Socialiste prône d'une part la fin des hymnes et la fin des médailles aux Jeux, pour dire voilà, il faut dénationaliser la question des Jeux. Alors qu'à l'époque, le Parti communiste était sur une vision beaucoup plus nationaliste presque des Jeux, où c'était l'affirmation du sport soviétique et de ses satellites. Et donc voilà, ça fait un peu écho, et on a complètement oublié ça aujourd'hui. Et je pense que si je proposais ça au nom du Parti Socialiste, on me regarderait avec un drôle de regard. Donc voilà, c'est pas que les geeks, il faut regarder les archives. Et est-ce que vous êtes pour ou contre la suppression des hymnes dans les grandes compétitions sportives, des hymnes et des médailles? Proposition des années 80 du 77. Dis-nous dans le chat si vous êtes pour ou contre. Corinne, tu veux réagir à tout ça et un dernier sujet? On passe sur les Jeux 2030, mais juste sur la pratique. Je crois qu'il y a des associations parfois qui essayent de faire du multisport pour les petits. Bien sûr. Et et je pense que peut-être il y a une question d'encourager et de beaucoup mieux soutenir, parce que ça permet de rester dans un esprit où on expérimente des sports différents, on se fait plaisir, on fait des sports différents. Voilà, vous faites bien le rappeler. Et je pense qu'il y a peut-être là quelque chose à explorer, à plus développer, et qui n'est pas la même chose de quand on rentre dans un club en fédération où effectivement, moi j'ai rien contre la compétition, le sport c'est aussi de la compétition, mais ça doit aussi. Il faut qu'il puisse y avoir la place pour tout le monde, et que ceux qui ont envie de pratiquer pour la compétition puissent le faire, mais ceux qui ont simplement envie de pratiquer pour plaisir et d'expérimenter, de découvrir de nouveaux sports, ils aient la place de le faire. Et le problème, c'est évidemment que, par rapport à ce que vous disiez sur la question des inégalités, notamment les familles monoparentales, etc. Bon, la Seine-Saint-Denis, c'est le département le plus jeune et le plus pauvre de France, et donc on a déjà ces inégalités, et en plus on continue à être, même si on a un petit peu rattrapé le retard grâce aux Jeux Olympiques, on reste extrêmement sous-doté en équipement sportif, et donc on accumule en fait. Donc les inégalités territoriales sont vraiment extrêmement fortes, et le fait qu'on soit toujours 4 fois moins de piscines, par exemple, c'est
4 fois moins de piscines que la moyenne nationale, malgré le fait qu'on en ait eu quelques-unes de plus avec les Jeux Olympiques. Le résultat, c'est qu'aujourd'hui, il y a 3/4 des élèves qui arrivent en 6e, selon les estimations des profs de PS, ne savent pas nager en Seine-Saint-Denis. Et grâce à un programme un peu volontariste du département qui agit sur les collèges, il y a, à la fin de la 6e, il n'y en a que la moitié qui ne savent pas nager. Mais enfin, c'est la moitié quand même, c'est énorme, c'est inacceptable. Et moi, je suis de la Réunion, des Outre-mer, et on pourrait penser que dans les Outre-mer tout le monde sait nager. Non, pas du tout, parce qu'il faut aussi apprendre correctement avec des profs qui vous apprennent à nager et dans des infrastructures. Et c'est pareil, c'est des territoires qui sont sous-dotés, et donc c'est les mêmes chiffres qu'en Seine-Saint-Denis. J'aimerais, alors c'est pas une proposition, mais et pourquoi pas. Mais en tout cas, une réflexion, mais c'est dans la lignée de ce qu'on disait précédemment, parce que je pense que ce qui est intéressant aussi, c'est on est dans un moment où on peut réfléchir au modèle sportif français, parce que sa spécificité, c'est quand même ce tissu associatif. On a parlé beaucoup effectivement des sportifs de haut niveau qui effectivement, par cette médiatisation, ont pu porter un message, et je pense que c'est évidemment très, très important. Mais je crois que ce qui fonde aussi le modèle sportif français, c'est effectivement l'ensemble de ce tissu associatif, ces bénévoles au quotidien qui portent en fait, clairement qui portent à bout de bras en ce moment ce modèle sportif français. Et effectivement, dans ce que vous dites, il y a deux choses. Il y a des fédérations affinitaires, comme en France, effectivement, il y a l'UFOLEP, à l'école comme l'USEP, une fédération scolaire qui propose effectivement la multipratique pour les enfants. Et cette comparaison avec la Norvège, c'est aussi ce qui est assumé dans leur modèle, c'est que jusqu'à l'adolescence, autour de 12-13 ans, ils ne proposent pas de spécialisation sportive. Ils assument l'idée effectivement de faire de la multipratique. Et j'en viens à la proposition. Donc pourquoi pas à ce moment-là, effectivement, mais ça serait une évolution dans le modèle. J'en ai discuté avec des collègues qui sont dans la fédération, notamment des collègues dans la fédération de handball, qui sont souvent assez quand même en avance, je dirais, sur cette prise en compte. Pourquoi pas effectivement penser aussi en termes de passerelle en fédération, pour pas nécessairement se dire qu'un enfant qui commencerait le handball sur une année ne pourrait pas aller sur une autre fédération, et d'autant plus lorsqu'effectivement les collectivités ont des difficultés, et donc les clubs nécessairement à pouvoir accueillir, parce que les enfants, parce qu'un des effets positifs des JO, c'est qu'effectivement, en termes d'impact, il y a eu un afflux de licenciés, principalement sur les activités sportives assez médiatisées, avec les frères Lebrun, le tennis de table, notamment natation avec Léon Marchand, mais une vraie difficulté effectivement sur cette installation en particulier. Donc il y a eu un effet JO, mais le contre-coup finalement, et là il y a les premières enquêtes qui le montrent, et j'ai vu une enquête là, c'est juste dans une région près de Poitiers. Il y a des étudiants qui ont analysé en fait le fait que vous avez de nombreux parents et leurs enfants qui ont été refusés aussi. Alors il n'y a pas de place. Et ça, je trouve que c'est délétère. C'est le pire, c'est que vous avez un afflux de nouveaux licenciés, des parents, des enfants qui peut-être n'avaient pas forcément ce goût pour la pratique sportive, et en fait ils voient la porte du gymnase se refermer par manque de place. Et là c'est le pire. Et donc de ce point de vue-là, effectivement, pourquoi pas penser aussi en termes d'optimisation, mais au sens noble du terme, et se dire, tiens, moi je suis en difficulté, et principalement comme dans ces gymnases, vous avez les sports collectifs, les sports de raquettes, où là il y a une difficulté, parce que là on a des créneaux sous tension, tous les clubs vous diront qu'ils n'ont pas de place, de toute façon, ou alors ils proposent des conditions qui ne sont pas décentes pour proposer aussi un enseignement de qualité, quand même, et notamment pour les enfants. Et là, pourquoi pas effectivement se dire qu'à un moment donné, et ça serait aussi une logique de solidarité, se dire que moi, dans mon département, dans ma ville, je n'ai pas la capacité, dans ma fédération, mon club, dans le bal, peu importe l'activité sportive, vous avez compris, d'accueillir tous mes enfants. Maintenant, peut-être que dans une activité, un club proche, on a effectivement des créneaux, des possibilités. Donc là, je trouve que dans une logique aussi de solidarité, mais aussi à l'échelle vraiment l'échelle locale, ça pourrait être intéressant à partir du moment où on estime que la pratique sportive doit rentrer dans le quotidien de toutes et tous, et pas forcément dans une logique de spécialisation, mais plutôt de multipratique. Et encore une fois, ce n'est pas nécessairement au détriment ensuite de la fédération du club, bien au contraire, et tout autant sur l'émancipation, l'accessibilité que le très haut niveau ensuite. J'en discutais, elle me disait, ma collègue qui est une des vice-présidents de la fédération de handball, chez moi au SAPS, elle me disait qu'elle est assez d'accord sur l'idée, mais qu'effectivement, je ne pense pas qu'on soit là sur le modèle, mais pourquoi pas. On arrive sur la fin parce que ça fait déjà 1 heure, on a dépassé l'heure, on va clôturer sur les JO 2030.
Les gens sont plutôt contre. Enfin, il y a un mix pour et contre la suppression des hymnes, ça dépend des personnes. Il y a quelqu'un qui nous cite des proches et qui nous dit, François qui nous dit contre tout ce qui encourage la foi communale, le cœur régional et le front national. Voilà. Et on nous dit aussi que savoir nager n'est pas juste une question de sport mais de survie. Lié au réchauffement climatique, j'imagine. C'est gai et joyeux tout ça. Quand on vit dans le 20e, il n'y a pas de risque. Ouais, ça dépend. En Bretagne, ça aurait été bien utile là dernièrement. Est-ce qu'on termine sur les JO 2030? Il y avait cette question héritage donc des JO 2024. On a parlé coupe budgétaire, on a parlé du sport d'activité, la mixité, on a parlé de plein de sujets. Et est revenue la question des JO 2030. Qu'est-ce qu'on fait? Déjà, moi, je pense que je disais au début que les politiques avaient été très intelligents et avec notamment évidemment côté comité olympique Tony Estanguet pour penser l'héritage. Je suis pas sûre qu'on prenne ce chemin-là pour 2030 parce que le fait que on ait bloqué la candidature, semble-t-il, de Martin Fourcade, qui avait un profil très proche de celui de Tony Estanguet, parce qu'il y a une volonté, je pense, des politiques de la région. On a bloqué ou il a refusé? Je pense que c'est la façon dont on lui proposait de travailler n'était pas. C'était justement un milieu politique trop contraignant. Voilà. Et donc je pense que c'est dommage. C'est dommage s'ils réfléchissent pas, s'ils essaient de trop politiser les jeux justement de manière clanique, on va dire. Je suis pas sûre que la préparation, l'organisation des jeux soit vraiment dans l'intérêt du pays et donc aussi de leur région. Mais bon, on verra. En tout cas, j'espère qu'ils vont se ressaisir et que l'exemple JOP 2024 de penser l'héritage dans la conception même des jeux et la manière dont c'est une réussite au moins partielle. En tout cas, on va voir si on arrive à améliorer les choses dans les années qui viennent sur le budget pour un héritage beaucoup plus prolongé sur la pratique sportive. Mais je pense que là, il y a aussi une belle opportunité de repenser aussi parce que là, c'est les sports d'hiver, mais on sait bien avec le réchauffement climatique, on sait qu'aussi toutes les stations de ski, etc., tous ceux qui vivent du sport d'hiver, aujourd'hui, essaient de repenser leurs installations, leurs équipements hôteliers, leurs infrastructures, pour vivre aussi d'autres activités toute l'année, et y compris dans des situations de faible enneigement en hiver. Voilà, et donc peut-être qu'il faut aussi penser les Jeux de 2030, moi je pense, peut-être penser aussi les Jeux de 2030 dans cette perspective-là, en quoi ça peut profiter aux Alpes françaises pour une transformation qui tient compte des enjeux écologiques. Je vous lis un commentaire qui va dans le sens pour vous faire réagir et clôturer là-dessus. Delbel qui nous dit si on veut continuer les Jeux d'hiver, il faut repenser les disciplines. Il y a plein de sports de montagne qui n'induisent pas des désastres écologiques avec de la neige artificielle. Il y a plein de sports de montagne, trek, VTT, triathlon. Ce que j'allais dire, en fait, je pense que ça part mal. Selon moi, je serais un peu plus critique, mais dans le sens où alors le comité qui n'a pas encore été constitué pense effectivement qu'à travers les Jeux d'hiver, ils vont pouvoir capitaliser sur la réussite des Jeux d'été de Paris 2024. Effectivement, les Jeux d'hiver, c'est quelque chose de totalement différent. Il y a évidemment cet enjeu climatique. Dans la société française aussi, il y a un seuil d'acceptabilité qui est très différent, effectivement. On voit bien qu'il y a eu un peu de géobashing, une critique avant les Jeux, mais lorsque effectivement l'événement, il y a eu cet engouement, là on est effectivement sur d'autres enjeux. Donc je ne reviendrai pas sur l'enjeu climatique, mais effectivement on est sur des sports aussi de niche qui ne sont pas nécessairement démocratisés déjà pour l'ensemble de la population. Et effectivement, je rejoins effectivement ce commentaire. On voit bien que là, on est sur une candidature qui pense qu'ils peuvent encore capitaliser sur l'or blanc finalement. Alors qu'effectivement, les stations aujourd'hui, elles pensent davantage par l'or vert justement. Et si on allait au bout de la réflexion, il me semble que en 5 ans, ça me semble plus qu'ambitieux. Si effectivement, comme les Jeux de Paris, il y avait une période un peu plus longue, là, la réflexion, selon moi en tout cas, aurait été différente. Mais là, en 5 ans, effectivement, par l'imposition aussi des disciplines sportives qui sont clairement et uniquement centrées sur
sur les pratiques actuelles, hein, et pas du tout effectivement sur des nouvelles pratiques, pas nécessairement autour de la neige. Là, effectivement, la réflexion aurait été tout autre, mais il me semble que c'est plutôt mal parti. C'est plutôt mal parti. Même si, bon, peut-être qu'on peut espérer effectivement qu'il y ait une réflexion sur la transition écologique et aussi le contexte social, mais il ne me semble pas que dans le projet actuel et en 5 ans, ça soit tenable. Un mot de clôture? Alors, je partage ce qui s'est dit sur les Jeux d'hiver 2030. Ça devrait être une opportunité pour penser à un modèle. Le calendrier est trop court. On a une gouvernance aujourd'hui politique qui m'inquiète fortement. Enfin, le binôme Wauquiez-Muselier, waouh, mon Dieu. Et en plus, quand ils ressortent Michel Barnier, qui a fait des Jeux il y a 30 ans, bon, je ne suis pas sûr qu'on soit parti sur. Oui, en plus, qui ont été critiqués, quoi. Ouais, enfin, Albertville, c'est. Qui irait l'avenir. Non, dernière chose, pourquoi on a parlé de sport, pourquoi on doit reparler. Encore une nouvelle anecdote historique. 1878, 7e édition du dictionnaire de l'Académie française. Vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'il raconte? Il y a 2 nouveaux mots qui sont introduits dans le dictionnaire de l'Académie française, le mot sport et le mot socialisme. Voilà. 2 belles inventions du 19e siècle. Je savais pas. Magnifique. On peut ressortir cette anecdote à tout au repas de famille. On va terminer là-dessus. Merci beaucoup aux modérateurs, modératrices dans le chat, à Clément pour la technique, à nos invités qui nous ont, qui ont répondu à toutes nos questions et qui nous ont apporté pas mal d'informations sur le sujet du sport. Vous pouvez vous abonner à la chaîne Twitch, la partager. On se retrouve a priori tous les mercredis. La semaine prochaine, sûrement un live surprise. Mercredi, on verra si l'actualité bouge ou pas, mais en tout cas, on sera sûrement en live sur Twitch mercredi. Et puis la semaine d'après, 26 février, Salon de l'agriculture. Donc on recevra, on va recevoir pas mal de députés, de sénateurs, sénatrices sur la question de l'agriculture. Donc connectez-vous aussi parce que c'est pendant le Salon de l'agriculture. Et le 5 mars, c'est un mercredi aussi, et c'est la niche des socialistes au Sénat, où il y a beaucoup de sujets qui sont portés par les sénateurs, sénatrices socialistes sur les Outre-mer. Et donc on va discuter de tout ça aussi en live sur Twitch. Donc vous pouvez nous rejoindre et partager la chaîne aussi autour de vous. Bonne soirée, merci à vous et merci à vous. Merci. 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 Et je vais laisser Clément couper la technique et couper...